On fait une allocution maintenant, et après il y aura les questions-réponses du public, parce que nous sommes dans une réunion familiale, nous sommes dans une réunion de résistants et de résistantes. Et toutes les idées sont bonnes à prendre, tant qu'elles sont faites et énoncées dans un cadre de fraternité et de panafricanisme. Comme nous l'avons dit en introduction, si nous sommes venus en cette journée sacrée qui commémore la naissance du président Thomas Isidore Sankara, c'est parce que nous pensions qu'il était plus que jamais nécessaire, en cette période de crise historique que connaît le Sahel, non seulement de marquer notre présence sur le terrain, mais de donner aussi une alternative au drame qui se passe à l'heure actuelle dans cette région, et plus particulièrement à l'heure où nous parlons en Côte d'Ivoire. Nous avons vu Emmanuel Macron accompagné de ses nègres de maison, Didier Drogba. Oui, je le dis, parce que comme mon très cher frère Didier, que j'ai aimé de toute mon âme quand il était footballeur, est capable d'accompagner le président des forces coloniales françaises en Côte d'Ivoire, je me dis que Didier Drogba a perdu la mémoire par rapport au devoir qui devait être le sien en tant que résistant africain. Emmanuel Macron vient, rencontre Alassane Dramatique Ouattara. Excusez-moi, Alassane Draman, pardon. Ça n'a pas été fait exprès. Et même le drame ne mérite pas d'être accolé à Alassane Ouattara. Ah, le drame est plus noble. Le drame est plus noble. Lorsque Emmanuel Macron va à la rencontre d'Alassane Draman Ouattara, que personne ne se trompe ici. C'est une réunion qui est faite pour planifier la recolonisation complète du Sahel sur plusieurs siècles, qu'on le veuille ou pas, ne vous trompez pas sur cette démarche-là. Emmanuel Macron vient dans un cadre bicéphale. Il a choisi stratégiquement la Côte d'Ivoire, puis le Niger. La Côte d'Ivoire pour, quelque part, pouvoir redynamiser la prétendue alternative au franc CFA, qui en réalité est un franc CFA déguisé et habillé d'une nouvelle façon qui s'appelle l'éco. Il dit que sous prétexte que Alassane Ouattara est le président de l'UEMOA, il aura la responsabilité d'effectuer une sorte de changement cosmétique du franc CFA. Alors il y a une question que je vais poser au peuple. Est-ce que nous nous sommes battus? Est-ce que nous sommes allés en prison? Est-ce que nous avons été déportés de nos pays? Est-ce que nous sommes surveillés par la police parce que nous avons demandé à ce qu'il y ait un changement cosmétique du franc CFA, ou nous voulons une fin définitive et complète du franc CFA? Je vous pose la question. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Si malgré toutes nos mobilisations, qui ont quand même, il faut le préciser, permis que nous arrivions à une période historique où le continent africain, pour la première fois, a réussi à placer la thématique de la souveraineté monétaire à une échelle internationale. Et ça, c'est grâce à vous. Vous êtes les premiers responsables aujourd'hui, il faut le dire. Aujourd'hui, nous voyons la prétendue intelligentsia africaine, les nègres sorbonnards. C'est comme ça que je les appelle. Les premiers qui se moquaient de la jeunesse africaine lorsque celle-ci se mobilisait. Ces prétendus intellectuels africains taxaient la jeunesse africaine de populiste, taxaient la jeunesse africaine d'excité. Et quand ils ont vu que notre combat a pris une ampleur internationale, les mêmes qui se moquaient de nous ont commencé à aller squatter Radio France Coloniale, RFI, pour dire qu'ils étaient du côté de ceux qui luttaient alors qu'ils n'ont rien fait à nos côtés. Ils nous ont craché dessus au moment où nous avions besoin de leur solidarité. Eux aussi, on ne les oubliera pas. Lorsque ces mobilisations étaient faites, de telle sorte que jusqu'à l'Union européenne, qui elle aussi a une part de responsabilité dans tout ça, puisque le franc CFA étant arrimé à l'euro, l'Union européenne est concernée plus que jamais parce que nous connaissons, parce que nous vivons. L'Union européenne, des pays d'Amérique du Sud, des pays asiatiques, des pays arabes, la planète entière a commencé à parler de la question du franc CFA. Tout le monde comprend que c'est un problème colonial, néocolonial. Mais la seule force qui fait semblant de ne pas entendre, c'est Emmanuel Macron. Alors nous disons à Emmanuel Macron que peut-être il faudrait qu'il demande le sonotone de sa femme,
qui a du mal à entendre, qu'elle lui prête justement l'appareil auditif pour qu'Emmanuel Macron puisse entendre la voix, la douleur, la colère de la jeunesse africaine. Mais ça serait une perte de temps. Parce que quand nous disons systématiquement, ils finiront par comprendre, les ignares, les ahuris pensent que nous parlons des Blancs. Nous ne parlons pas des Blancs. Nous nous foutons de savoir si Emmanuel Macron comprend ou pas notre mobilisation. Nous parlons des nôtres, qui font semblant d'avoir la surdité, qui font semblant de ne pas comprendre ce que nous disons. Et des autres, qui ont été tellement aliénés par l'impérialisme occidental, qu'ils pensent que la vérité doit sonner blanche, et que si ce sont des Noirs qui disent qu'ils veulent être indépendants, cela ne peut pas être matérialisé parce que le Noir, c'est connu, n'a pas de raison. Et selon leur paradigme, il n'y a que l'occidental, que l'homme blanc ou la femme blanche qui a la possibilité justement d'avoir raison. Eh bien, nous disons à ces derniers que 2020 va être une année où nous allons passer cette fois-ci non plus à la contestation symbolique, parce qu'ils nous ont poussés à cela. Nous allons passer du symbole au matériel. Nous n'avons plus d'autre choix. Nous n'avons plus d'autre choix. Nous sommes le peuple le plus tolérant de la planète. Nous sommes le peuple le plus accueillant de la planète. Ils nous giflent et on les prend dans nos bras. Ils nous tuent et on va pleurer avec eux. Il y a des attentats chez nous, ils ne viennent pas chez nous pour commémorer. Mais il y a une personne ou deux à peine qui meurent chez eux, et vous avez tous les présidents qui viennent, africains qui viennent commémorer chez eux. Il y a un moment où il faut qu'on cesse cette plaisanterie. La jeunesse africaine a décidé de prendre son destin en main et de ne plus attendre qu'un ministre ou qu'un président ou qu'un député nous donne l'aval d'agir. Nous allons agir par nous-mêmes désormais. Les Américains ont colonisé l'Iran, ainsi que les Français et d'autres, pendant un certain nombre de temps, en collaboration avec le Alassane Ouattara local, qui était le Shah d'Iran. Mais il est arrivé un moment où l'Iran, qui n'est pas forcément un modèle sur le terrain, que ce soit religieux, culturel ou autre, ce n'est pas mon problème, je ne veux pas m'installer là-bas, mais je m'inspire politiquement de tout ce qui est fait. Il est arrivé un moment où la révolution iranienne a fait en sorte qu'ils ont été obligés de prendre d'assaut l'ambassade d'Amérique. Eh oui. Parce que parfois, pour que certains comprennent qu'on ne veut plus d'eux, il faut se rendre à leur domicile et leur dire « nous ne voulons plus de vous ». Les Algériens ont dit à l'impérialisme français la valise ou le cercueil. La France est partie. Mais la vraie question à se poser, quels sont ceux et quelles sont celles parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que nos populations puissent être autodéterminées? C'est une question aujourd'hui qu'on doit être capable de se poser. Quels sont celles et ceux parce que tant que l'Africain ne sera pas prêt à perdre le peu qu'il a pour sa souveraineté, la France pourra continuer à dormir sur ses deux oreilles, dans son lit ou dans son hamac. Tant que la jeunesse africaine se limitera à la dénonciation de façade, mais ne sera pas prête à passer à un autre stade de la contestation, le colon dormira sur ses deux oreilles. Et donc je vous le dis, nous savons tous où se trouvent les ambassades de France. Nous savons tous où se trouvent les centres culturels français. Nous n'appelons pas à la violence, parce que je vois déjà les services de renseignement dire qu'Kémy Séba appelle à la violence. Nous ne sommes pas des macaques ou des gorilles qui ne réfléchissons pas. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Nous sommes très civilisés. Mais nous sommes un peuple qui prône aussi l'intelligence. Et si quelqu'un vient taper votre mère devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère « Je suis non-violent, je ne veux pas te toucher ». Et notre mère s'appelle l'Afrique.
des gens qui sont des violeurs de notre mer. Des gens qui prennent plaisir à violer et à tirer les ressources de notre mer. Et nous sommes là en disant ce n'est pas bien, mais on ne les touche pas. Il est temps d'attraper les gens qui violent notre mer et de dire à ces derniers que s'ils continuent à faire souffrir notre mer, nous allons leur faire connaître nous aussi l'enfer. Parce que l'autodéfense est un principe universel. Universel. Le franc CFA, ce n'est pas du terrorisme. Est-ce que c'est du terrorisme, oui ou non? Les bases militaires françaises, ce n'est pas du terrorisme. La France-Afrique, ce n'est pas du terrorisme. Comment osent-ils nous parler des autres cinglés de Daesh, alors qu'eux-mêmes sont pires que Daesh aujourd'hui? Oui, je le dis. Je ne suis pas en train de faire une préférence en disant que je préfère l'un aux autres. Si on me donne le choix, je me battrai contre l'un et l'autre. Mais qu'on ne me fasse pas croire que parce qu'il y a le péril islamiste, je dois fermer les yeux sur le péril pluriséculaire qui n'a pas cessé de saigner notre continent depuis des siècles. Les deux sont à combattre. Et la seule façon de leur faire comprendre que nous ne voulons plus d'eux, ils le comprennent déjà, mais pas suffisamment. Vous avez vu les reportages ces derniers temps sur ce qu'ils ont appelé aujourd'hui le French bashing. J'ai rigolé. Le French bashing en anglais, c'est la persécution française. Aujourd'hui, ils accusent la jeunesse africaine de faire de la persécution anti-française. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que nous lançons des drones sur la population française? Oui ou non? Est-ce que nous installons nos bases militaires du Burkina Faso à l'Élysée ou auprès de la Tour Eiffel? On n'aurait même pas de quoi payer l'avion pour aller là-bas de toute façon. Puisque nous sommes, à cause des plans d'ajustement structurel, limités dans tout ce que nous faisons. Ils nous assèchent, ils nous étranglent, ils nous asphyxient. Et après, ils viennent nous dire qu'ils nous aident. Nous ne voulons plus de leur aide. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui veut choisir ses alliés. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui comprend ce que signifie le mot géostratégie. Moi, je me sens plus proche de Cuba, de la Russie, que de la France de Macron. Je le dis très clairement. Et dire cela ne doit pas nous empêcher d'être très précis dans ces alliances, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi. Moi, je vous le dis avec clarté et simplicité, même la Russie dans l'avenir ne sera pas un allié éternel pour le continent africain. Parce que le seul messie de l'Afrique, ça ne sera jamais Poutine. C'est l'Afrique elle seule, c'est l'Afrique elle-même. Mais le fait d'avoir fréquenté l'Occident nous a fait comprendre depuis des siècles que le proverbe « diviser pour régner » peut aussi être intelligent. Et quand vous avez des forces qui ne s'entendent pas entre elles, il faut que l'on soit stratège pour jouer les forces des contraires et pousser les adversaires de nos adversaires à intensifier la guerre. C'est de la stratégie politique. C'est des mathématiques. C'est de la physique. Vrai ou faux ce que je dis? Nous sommes allés, il y a quelque temps, remettre aux députés du mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement de centre-gauche, certains analphabètes politiques les ont qualifiés d'extrême droite parce qu'ils ne comprennent rien à la politique. L'extrême droite, c'est Salvini. Et ils se sont séparés des Salvini. C'était un gouvernement de coalition. D'accord? Mais le mouvement 5 étoiles nous a reçus. Ils nous ont proposé même des valises, de l'argent. On leur a dit, mais vous, dès que vous voyez des Noirs, vous croyez qu'on veut de l'argent? On ne veut pas de votre argent. Ce que nous voulons, c'est que le dossier sur la France-Afrique que nous vous remettons, vous le rendiez public à l'échelle européenne. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les pizzas. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les spaghettis bolognaises. Nous sommes venus parce que nous avons compris que l'Italie et la France avaient quelques petits contentieux ponctuels. Et de la même façon que nos adversaires sont venus chez nous accentuer les tensions qui existaient entre nos différentes ethnies, nos différentes tribus, nous sommes aussi intelligents et stratèges pour accentuer les tensions entre eux, pour créer des crises diplomatiques.
Et ça, toute la jeunesse africaine l'a compris. Mais certains ahuris, certains nègres complètement occidentalisés, ont dit qu'Kémy s'allie à des méchants Italiens, à des racistes italiens. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Que quelqu'un dise qu'il n'aime pas les Noirs, tant qu'il n'est pas au pouvoir, ça ne me dérange pas. J'ai le droit aussi de dire que je n'aime pas la personne qui ne m'aime pas. Mais aujourd'hui, nous avons en France un président qui se dit humaniste, qui se dit être un apôtre de l'universel et qui est le prolongement du colonialisme. Nous avons connu un président, Thomas Isidore Sankara, notre légende vivante, qui a été assassiné sous le règne, je ne dis pas sous la présidence, je dis sous le règne du président François Mitterrand, prétendu humaniste de gauche, socialiste. Cela doit nous faire comprendre que quand on parle d'impérialisme, quand on parle de néolibéralisme économique et sociétal, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a que des personnes qui sont des outils du capitalisme dérégulés, d'accord, et qui sont prêtes à tout pour nous asphyxier. Eh bien, face à ces derniers, notre réaction est de dire que nous allons voir toutes les forces qui sont les adversaires de ces derniers et nous allons nous rapprocher ponctuellement d'eux. J'ai été en Russie plus de 13 fois cette année. Je ne suis pas allé parce que j'aime mettre des gros blousons et des bonnets. Le temps est très désagréable là-bas, c'est le cas de le dire. Et il faut aussi qu'on précise que notre peuple n'est pas aimé là-bas par les Russes. Parce qu'il faut aussi casser ce mythe qui présente la Russie comme l'amoureuse éternelle de l'Afrique. J'ai un ami que j'aime profondément en Russie, l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexandre Douguin. Intellectuellement, je suis très proche de ces derniers. Politiquement aussi. Mais à l'exception de ces derniers qui ont une vision, humainement, les Russes ne sont pas des grands amoureux de l'Afrique. Ils ont besoin d'occuper un espace et d'avoir une alliance stratégique qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de poids face aux sanctions qu'ils connaissent. Nous devons nous allier en étant très lucides sur tout ce qui se fait. Très lucides. Je vois des Africains qui viennent avec le t-shirt de Poutine. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je vois des gens qui disent Poutine. Non, frère. Non, mon frère. Poutine est un héros pour son peuple, pas pour les nôtres. Mais, face à l'impérialisme occidental, et de manière, je le précise, ponctuelle, Poutine est un allié stratégique pour nous, contre la présence française. Et d'ailleurs, les Russes ne sont pas venus nous contacter parce qu'ils aimaient la gueule de Kémy Séba. Ils nous ont contactés parce qu'ils connaissent notre influence au sein de la jeunesse africaine. Et ils ont compris qu'en alliant les forces souverainistes africaines avec la Russie, ça serait tout bénef pour eux. Mais moi, je vous le dis très clairement, nous menons ce combat contre la France, impérialiste aujourd'hui, et nous sommes solidaires du prolétariat français, les gilets jaunes, etc. Mais, quand nous aurons fini avec les Français, nous nous occuperons aussi des autres. Parce que, je le dis, il n'y a pas 1 euro ou 1 dollar qui pourra acheter notre pensée. Nous sommes des Africains libres. Nous n'avons pas de parrains. Les seuls parrains que nous avons, ce sont nos ancêtres. Les seuls maîtres pour lesquels nous passons. Et donc la Russie, à l'heure actuelle, se frotte les mains du sentiment anti-français. Et nous les comprenons. Mais qu'ils sachent que la vie, c'est un château de cartes. Ça commence par la France et ça finira par tous ceux qui veulent voler les ressources africaines sur le continent africain. Dans cette stratégie, nous sommes alliés à toutes les forces qui avaient justement ce problème avec la France. Cuba, l'Iran, la Russie. Et ponctuellement, ça a duré 2 semaines, l'Italie, après on a jeté les Italiens. Et la France s'est dit, ces petits nègres commencent à nous poser problème. Et la meilleure façon quand la France a un problème avec les petits nègres, ce n'est pas que la France les attaque directement, parce qu'elle sait que dès lors qu'elle va faire ça, le sentiment anti-français va connaître un niveau inégalé dans l'histoire. La meilleure façon qu'ils ont de persécuter les nègres qui les dérangent,
c'est de prendre d'autres dirigeants nègres qui travaillent pour eux. Et ces dirigeants nègres, nous les connaissons. Ado. Il y a le maquillage sale de l'impérialisme français. Il y a le fou du Niger. Quand nous parlons aussi, certains se disent qu'Émis, ce sont des aînés, tu dois les respecter. Attention, ne travestissez pas la tradition. Dans la tradition africaine, on dit qu'on doit respecter les aînés qui sont respectables. Mais il n'a jamais été dit que nous devons respecter les aînés qui assassinent notre propre peuple. Jamais. Les cons vieillissent, c'est le cas de le dire. Et les meilleurs meurent souvent jeunes, malheureusement, en Afrique. Mais nous devons inverser cette tendance. Pendant des années, ils se sont crus les plus puissants. Mais nous avons montré, sans armes, sans violence, que nous étions capables d'imposer notre agenda à l'échelle internationale. Eh bien, nous proclamons pour début 2020, et je ne vous le dis pas en étant caché dans un autre continent, non, je suis sur le terrain avec vous, les centres culturels français. Nous devons nous organiser pour leur rendre visite régulièrement. Non pas pour agresser des gens. Ils ont dit centre culturel français. Eh bien, on va venir leur donner, nous aussi, notre culture. Et je peux vous assurer que plus il y aura systématiquement des visites dans les centres stratégiques français sur le continent africain, plus la France va commencer à comprendre qu'elle n'est plus tranquille sur notre continent. C'est notre responsabilité. Il y a un adage qui dit « Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. » Eh bien, on a attendu des années et des années que nos présidents prennent leurs responsabilités, jusqu'à ce qu'on comprenne que la structure de la France-Afrique a été créée de telle sorte que les présidents ne président rien du tout. Mais les présidents sont des présidés en réalité. Et donc, comment voulez-vous attendre de quelqu'un qui a une marionnette qu'elle puisse vous protéger? Si vous vous battez contre le marionnettiste et que vous pensez que la marionnette, que le marionnettiste contrôle va vous défendre, c'est que vous n'avez pas compris la vie. Ouattara a pour ventriloque le président Macron. Quand j'entends Ouattara parler, je sais que 10 minutes avant, c'est ce que Macron lui a dit de dire. Et c'est pour ça qu'à une époque, j'en voulais à Ouattara, mais j'ai fini par comprendre que ce vieux-là, mais lui-même n'a plus sa tête, c'est Macron qui lui dit ce qu'il doit dire. On doit prendre conscience de notre force de motricité. On doit prendre conscience de notre force politique. On m'a mis en prison à 3 reprises. Est-ce que je suis mort? Je ne vous entends pas. Est-ce que je suis mort? On m'a incarcéré dans les pires prisons qui existaient. Je ne suis pas mort pour autant. On m'a expulsé de 4 pays en Afrique. Dans le même temps, ils laissent rentrer Bolloré. Dans le même temps, ils laissent rentrer les forces militaires françaises. Mais ils expulsent les militants africains. Est-ce que je suis mort pour autant? Il faut qu'ils comprennent que l'esprit qui nous anime est un esprit éternel. Ils disent, quand nous réagissons de cette façon, que nous sommes des excités. C'est intéressant. Quand un Africain voit ses ressources être pillées quotidiennement, voit sa nation ou ses nations être appauvries continuellement, et qu'il réagit avec vigueur, on dit que c'est un excité. Quand un Africain est occupé militairement par une multitude de forces étrangères et qu'il réagit
avec sévérité certains occidentaux et certains pseudo-panafricanistes, les prétendus intellectuels panafricanistes, et je parle d'eux aujourd'hui parce qu'ils font partie, comme le disait Sankara, les élites compradors. Ce sont nos ennemis eux aussi, ils travaillent pour l'impérialisme français, et cette pseudo-intelligentsia, il faudra s'occuper d'elle aussi à un moment donné, il le faudra. Ils nous disent, vous êtes des excités. Mais ce qui est intéressant, il suffit d'un attentat aux États-Unis pour que les États-Unis bombardent toute une région. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Il suffit d'un attentat en France pour qu'ils accentuent les chars d'assaut dans les pays arabes. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Mais nous, on connaît 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois pire que ce qu'ils connaissent. Mais quand on réagit, on dit qu'on est émotionnel, qu'on est excité, qu'on est des cinglés. Alors je ne comprends pas cette géométrie variable. Ce qui est bon pour Macron doit être bon pour nous. Ce qui est bon pour Donald Trump doit être bon pour nous. Quand Donald Trump dit « America First », personne ne dit que c'est un raciste. Mais quand les panafricanistes disent « l'Afrique d'abord », on dit que nous sommes racistes. Pourquoi? Parce que l'Africain a été programmé par l'impérialisme occidental afin d'aimer tout le monde, à l'exception de lui-même. On doit aimer tout le monde. Vous allez au Sénégal aujourd'hui, le pays de la teranga, qui signifie le pays de la terre d'accueil, le pays accueillant, le pays chaleureux. Dans la ville de Sali, qui est la capitale africaine du tourisme sexuel pour les Occidentaux, où vous voyez des grands-pères blancs de 70 ans venir violer des gamines de 15 ans, de 14 ans. Là, c'est le pays de la teranga. Mais quand des panafricanistes se battent pour nos droits, ils sont soit incarcérés, comme mon frère et ami Guy Marius Sagna, soit expulsés et incarcérés, comme ce fut mon cas. Alors il faut aussi se questionner. On finit par se demander si, au final, est-ce qu'on n'aime pas ça? Est-ce qu'on n'aime pas être violé au quotidien? Non, non, non. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Alors, si on ne peut plus continuer comme ça, comme le dit très justement mon très cher frère, on doit être capable de durcir le ton. Les Français, et quand je dis les Français, je ne parle pas du prolétariat français, que l'on soit clair. Parce que certains gorilles du cerveau m'ont dit « Kémy, tu es né en France, comment tu peux être anti-français ?» Je ne suis pas anti-français, bande d'abrutis. Arrêtez de faire les idiots utiles du système. Je suis né en France comme mon frère Kylian Mbappé, comme mon frère Nicolas Anelka, comme mon frère le champion olympique Tony Yoka. Je ne devrais jamais renier que je suis né en France. Je ne crois pas dans les livres des religions révélées, mais jusqu'à preuve du contraire, Moïse est né en Égypte. Mais il a permis d'aider son peuple. Frantz Fanon est né en France. Mais il a été du côté de la guerre d'Algérie pour libérer notre peuple contre l'impérialisme français. Nous faisons une séparation entre l'oligarchie française et le prolétariat français. Parce que la problématique que nous connaissons aujourd'hui, le néocolonialisme français, est une problématique qu'on peut élargir à tous les prolétariats du monde, quelle que soit leur couleur de peau. Ce n'est pas une question de noir contre blanc. C'est une question de prolétariser contre les 5%, ou du moins contre les 10% qui réunissent toutes les richesses. Et donc nous sommes dans cette démarche de nous allier à toutes les forces vives qui sont prêtes à tout pour renverser le système néocolonial occidental. Chacun fait sa part. Les Gilets jaunes n'ont pas connu le 10e de vos souffrances. Pas le 10e. Mais les Gilets jaunes paralysent la France chaque week-end. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Alors, comment pouvez-vous m'expliquer que des Gilets jaunes qui ont réussi à se mobiliser uniquement parce que l'essence est devenue trop chère pour eux, eux, ils ont un repas 3 fois par jour. Hein.
Eux, ils ont repas matin, midi, soir. Mais, quand on a augmenté le prix de l'essence, ils ont dit non, là c'est trop, on paralyse le pays. Mais nous, on est appauvris. On est vidés de tout. Nous sommes persécutés politiquement, économiquement, culturellement, humainement, spirituellement. Mais, nous continuons à être vis-à-vis de tolérants. Le mot tolérant a été inventé pour les Africains. Personne d'autre n'est tolérant sur cette terre, sauf nous. Et on est tellement tolérant que l'on finit par tolérer l'intolérable. Aucun peuple de la planète ne pourrait accepter le millième de ce que nous vivons. Aucun peuple. Dans le monde arabe, il y a un racisme hystérique vis-à-vis des Africains. Hystérique. Et nous nous occuperons aussi tôt ou tard, chaque chose en son temps, de ces derniers. Tout le monde va prendre. Mais analyser la négrophobie, qui de toute façon, il faut qu'on soit clair, la négrophobie est partout. Personne n'aime l'Africain. Et l'Africain ne s'aime pas assez lui-même. Il faut qu'on le dise aussi. Mais quand je mets de côté cette négrophobie structurelle dont nous reparlerons prochainement, et que j'analyse les mouvements arabes ne jouent pas avec le martyr. On touche une partie de leur sol. Ils sont même prêts, s'il le faut, à envoyer leurs enfants se battre pour leur libération. Parce qu'ils ont compris, eux, que la mort n'est qu'une étape. Mais on a l'impression qu'on est tellement attaché à nos petits bouts d'attiqué. On est tellement attaché à nos miettes de manioc. Quand nous parlons avec certains, ils se disent « Ah non, Kémy, mais si on agit contre la France, qu'est-ce qui va nous arriver? On va tout perdre. » Mais tout perdre, tu as perdu quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien aujourd'hui, mon frère. Il va perdre sa misère, c'est ça. Comme le dit mon petit frère, il va perdre sa misère, c'est tout ce qu'il va perdre. Et je nous mets tous dans le lot. Nous devons être capables aujourd'hui de faire converger les forces. Il y a trop de mouvements, trop d'ego. Il y a des organisations qui sont créées depuis 5 mois et qui attaquent des gens qui militent depuis 20 ans. Ça aussi, ça ne peut pas durer. Les aventuriers. Des aventuriers, comme le dit mon frère. On doit être capable de transcender nos divergences, capable de transcender nos différences, capable d'aller au-delà de nos désaccords. Tout à l'heure, le frère a très justement parlé des désaccords qu'il pouvait y avoir avec le frère Hervé Ouattara, mais il a dit qu'au-delà de ces désaccords, face à l'ennemi commun, nous devons être capables de taire nos désaccords et d'avancer dans une seule voie. C'est la seule voie à suivre pour que notre peuple puisse être libre. La France. Je vais devoir t'arrêter, tu sors des blagues drôles, mon frère. La France coloniale a compris, et c'est pour ça qu'il faut qu'on reconnaisse aussi que le petit Emmanuel Macron est un personnage, objectivement pour un président français, très stratège. Elle a compris, cette France coloniale, ou néocoloniale, qu'elle devait réadapter son processus d'occupation de nos territoires en usitant de nouvelles méthodologies géostratégiques. Et elle a compris que la meilleure façon de nous coloniser, c'était de nous utiliser nous-mêmes. Nous avons parlé des dirigeants africains, on ne va pas le faire toute la vie. Mais on a parlé de l'élite intellectuelle africaine, on ne va pas le faire toute la vie. Mais il y a aussi d'autres canaux de communication par lesquels la France coloniale passe pour nous coloniser. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Ces médias qui ne sont rien d'autre que des radios mille collines, équivalentes au Rwanda, RFI.
Je vois des Africains, certains Africains, ils ne sont pas majoritaires, mais qui sont prêts à tuer pour parler à RFI. Vous ne vous rendez pas compte que RFI est la radio du néocolonialisme par essence? Que cette radio a été utilisée pour contrôler l'opinion des Africains? Et leur meilleure façon de nous contrôler, ils ont compris qu'en Afrique, la culture a une importance sacrée. Et merci mon frère, tu me vois venir. Et ils ont compris que nos artistes ne sont pas respectés à leur juste valeur sur le continent africain. Alors qu'est-ce que l'impérialisme français a fait? Ils ont créé une radio qui va faire valoir, qui va valoriser, du moins, les artistes africains. Et quand ils donnent des prix RFI à nos artistes africains, qui bien souvent au départ sont des artistes conscients des enjeux, quand RFI vous dit vous êtes le prix RFI de l'année, même l'artiste qui est censé être révolutionnaire, quand il sait qu'il est le prix RFI, il sait qu'il ne doit plus trop attaquer la France-Afrique, les frères. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Il y a des gens que je ne citerai pas parce que je ne veux pas être dans l'attaque ad hominem, mais vous les reconnaîtrez. Ils se disent être des héritiers de Bob Marley, mais au premier prix RFI, ils commencent à dire bon, le problème c'est pas que la France. Et c'est vrai, le problème n'est pas que la France. Vous autres aussi, artistes cooptés par RFI, vous êtes des problèmes. Et c'est pour ça que dans cette stratégie, une fois que ces artistes RFI sont cooptés par l'impérialisme français s'adapte pour nommer ces artistes à la tête de certains mouvements citoyens. J'en vois certains qui tremblent, mais je vais dire la vérité aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom. Ce n'est pas le but. Mais il faut que l'on comprenne l'ingénierie sociale du néocolonialisme français. Mon problème, ce n'est pas ces artistes-là, mais mon problème est que la jeunesse africaine comprenne quelle est la méthodologie par laquelle ils passent. Pourquoi certains Africains sont adulés par France 24 et RFI? Parce qu'ils ne dérangent pas les intérêts de ces derniers. Tout à fait. Et pourquoi dans le même temps RFI nous fait passer systématiquement pour des racistes, pour des extrémistes, pour des excités? Parce qu'ils savent que nous dérangeons principalement leurs intérêts. Malcolm X disait, si vous n'y prêtez pas attention, on vous fera passer les oppressés pour les oppresseurs et les oppresseurs pour les oppressés via leurs médias. Il faut qu'on se rappelle de ça. Alors j'appelle à l'union sacrée, même avec ces artistes. Et je dis notamment à mon frère et ami, Didier Awadi, que vous connaissez ici. Didier, passe le message à tous tes frères RFI friendly. Il est temps aujourd'hui qu'on choisisse notre camp. Quand nous sommes dans une guerre politique, quand nous sommes dans une guerre sociale, nous devons resserrer les rangs. On ne peut pas être dans une voie et les autres sont dans une autre voie. Non, de la même façon. Il y a une sœur que j'aime profondément, c'est ma grande sœur, Nathalie, Yang. Et je vous demande de l'applaudir. J'aime cette sœur et on se connaît depuis très longtemps. Et ça continuera. Quand nous étions seuls sur la ligne de front, les coups étaient trop durs à porter. Depuis qu'elle est là, je ne suis plus le seul à être accusé d'être né en Occident. Ça me rassure, ça m'arrange. Mais j'ai eu vent que ma grande sœur, et je lui dirai ce soir sur WhatsApp, que ma grande sœur a dit qu'elle était prête à discuter avec les autorités françaises. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le problème, la force de l'impérialisme réside dans le fait que nous n'ayons pas une ligne commune. Chacun va en rang dispersé. Quand on est en guerre avec un adversaire politique, à la limite, quand on élira un président, le président pourra, comme Sankara l'a fait avec Mitterrand, débattre fermement avec le président français. Mais on ne va pas aller en rang dispersé dans la société civile, parler avec le président parce que ça donnera l'impression que certains sont des fous, des excités qui ne veulent pas parler et que certains sont des gens de raison qui veulent parler. Nous disons simplement que nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous parlerons quand le divorce sera prononcé. Est-ce que c'est dur à comprendre? Quand un couple
ne va plus ensemble. Quand ils se disputent tout le temps, quelle est la meilleure solution? Le divorce. La France et l'Afrique, depuis des siècles et des siècles, le mariage ne va pas bien. Les enfants se portent mal. Les enfants se portent mal. Les enfants n'ont pas d'électricité au Niger alors qu'on nourrit l'électricité de la France. Les enfants ne peuvent pas vivre de leur or à Kidal alors qu'on nourrit l'or de la France. Nous disons que le mariage ne va pas et nous demandons le divorce. Est-ce que c'est difficile à comprendre pour les Africains et les Occidentaux? Et quand nous parlons de divorce, nous ne parlons pas d'essentialiser à tous les Français ou à tous les Blancs. Nous serons solidaires des classes ouvrières françaises. Et nous sommes solidaires de la souffrance des afrodescendants en France, dont je suis issu. Mais nous disons que nous reprendrons le dialogue avec l'impérialisme français ou avec les autorités françaises quand le divorce sera prononcé. Et si vous ne voulez pas le divorce par la raison, on devra vous le faire comprendre par la force. Les élections présidentielles arrivent prochainement dans ce pays. Dans combien de temps? En 2020. En 2020. Nous sommes en fin 2019. Vous avez pu voir le bilan à l'heure actuelle du président de la République. Je ne vais pas parler à la place d'un patriote du Faso. Mais j'ai entendu des notes qui parlent de 4 sur 10 ou de 3 sur 10. Certains parlent de 0. Quand un bilan est en dessous de la moyenne, on doit prendre ses responsabilités et le changer d'une façon ou d'une autre. Mais avant de parler d'un candidat, il faut que le premier candidat au changement, ça soit la population du Faso et la population de nos pays de manière générale. La société civile doit se restructurer. On doit être franc et cru aujourd'hui. Dans le pays symbole du panafricanisme qu'est le Burkina Faso, aujourd'hui malheureusement la corruption n'est pas que à la tête de l'État. Il faut qu'on se parle avec crudité et sincérité. La corruption est au sein de la société civile aussi. Certains n'ont pas voulu venir, mais c'est leur problème. La salle est archi remplie, on est peut-être à 800, 900 personnes aujourd'hui. Et je vous remercie d'être présents. Mais certains n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont dit qu'Emi, nous, on se déplace si on est rémunéré. Et je les ai regardés, j'ai dit, mais attendez. Vous avez besoin d'être rémunéré pour sauver votre terre qui est colonisée, mais restez colonisé dans ce cas, on va nous libérer. Nous sommes arrivés à un stade de corruption si grand que tout se monnaie. Mais il faut que ces gens-là comprennent que le vent nouveau souffle sur l'Afrique et qu'il y a une nouvelle génération de citoyens africains qui ne veut pas être dans la corruption pour être dans la logique d'autodétermination. Elle veut s'autodéterminer par tous les moyens à sa disposition. Elle ne court pas après l'argent. Elle construira sa propre richesse en contrôlant les propres ressources de son sol, de son pays et de son continent. On ne peut pas reprocher à ceux qui sont en haut d'être corrompus si nous-mêmes nous le sommes aussi. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas toujours dire que le problème, ce sont nos dirigeants ou la France. On l'a dit tout à l'heure, une civilisation est détruite par le haut si elle est déjà détruite par le bas. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Même à cette table, à cette tribune, les femmes sont une majorité de notre population. Je n'ai pas constitué le bureau ou la table ronde ici présente. Pourquoi il n'y a pas de femmes autour de moi à cette tribune? Alors viens ma sœur, lève-toi.
changement doit commencer par nous-mêmes. Après mon allocution et la période des questions-réponses, quand tout le monde parlera, la première qui parlera, ça sera cette sœur. Comment tu t'appelles? Aimé et vous. Applaudissez la sœur, s'il vous plaît. On doit être l'exemple de ce que nous prenons. Et c'est pour ça que moi-même, j'aurais pu rester en France et vivre dans un pays riche. J'ai dit, on peut pas, un panafricain, loin de l'Afrique, il arrive un moment où c'est comme un footballeur sans ballon. On doit prendre nos responsabilités, aller sur le terrain, vivre quotidiennement les réalités africaines. On ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous ne faisons pas. Le président Thomas Sankara nous a demandé cet effort suprême civique. Il nous a demandé de représenter ce que nous voulons que les autres soient. Il nous a demandé de l'être d'abord nous-mêmes. Il ne l'a pas demandé qu'à la jeunesse du Faso. Il a demandé à la jeunesse panafricaniste de Mali. Eh bien, nous sommes présents pour cela. Nous allons passer à la séance des questions-réponses. Mais je veux, en guise de fin de cette première partie de l'allocution, préciser, rappeler, énoncer que si nous n'accélérons pas dès le mois de janvier, à des moments qui seront décidés en interne, des actions simultanées dans les centres de représentation du néocolonialisme français, la France va dormir pendant 100 ans encore chez nous et nous serons les seuls responsables. Donc prenons nos responsabilités, il n'y a que comme ça que nous pourrons connaître la véritable liberté, l'Afrique libre ou la mort.